Bonjour à tous et bienvenue sur le Studio TV. Pour ce nouveau rendez-vous, nous allons parler de la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, et plus particulièrement de son article 51 qui vise à développer les délégations entre professionnels de santé. 17 professions sont concernées. Cet article incite les professionnels à établir des protocoles pour transférer entre eux des activités ou des actes de soins. Dans le domaine du handicap visuel, cela permettra de répondre à la demande croissante en soins ophtalmologiques liée au vieillissement de la population et à la baisse du nombre d'ophtalmologistes. Quelle sera cette réorganisation ? Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir un très très beau plateau avec le docteur Arnaud de la Séglière qui est chef de projet à l'Agence régionale de santé Île-de-France. Le docteur Jean-Bernard Rottier, président du SNOF, le syndicat national des ophtalmologistes de France. Bonjour docteur. Alain Gerbel, président de la FNOF, Fédération nationale des opticiens de France. Alexandra Duvauchel, déléguée générale du SINOP, le syndicat national des opticiens sous enseigne. Jean-Michel Bey, le vice-président du SINOP. Philippe Verpletz, le président de l'AOF, l'association des optométristes de France. Véronique Duberger du SNAO, syndicat national autonome des orthoptistes. Et Alain Provençal, opticien. Docteur de la Séglière, donc c'est tout un changement d'organisation qui s'annonce. Vous représentez sur ce plateau l'ARS Île-de-France. Expliquez-nous en quelques mots ce que sont ces protocoles de coopération et quel est le rôle respectif de chaque instance dans ces protocoles, notamment de l'ARS et de la Haute Autorité de Santé. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est bien fléché dans la loi, dans l'arrêté et puis dans le document de l'HAS sur les modes de coopération qu'on peut trouver sur Internet. En pratique, ce sont les professionnels de santé qui, entre eux, ont envie de réfléchir à des démarches de coopération, comme vous l'avez dit, pour transférer des actes, mais ça peut être aussi plus large, réorganiser un petit peu leur mode d'intervention auprès des patients. Alors, ces protocoles doivent préciser l'objet, la nature de la coopération, quelle discipline, quelle pathologie, où ça va se passer, quel sera le champ d'intervention de tout à chacun. Et puis une fois que ce protocole est écrit, la procédure prévoit qu'on passe on fait une demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui va regarder si ça répond à un problème de santé régional. Pour information, en ce qui concerne ce domaine, ça ne devrait pas poser de problème sur l'ensemble du territoire. Et donc, une fois qu'il a enregistré cette demande, ça passe auprès de la Haute Autorité en Santé, qui là va avoir, lui, un rôle d'expertise, qui va réfléchir en préalable, est-ce que ça apporte une véritable efficacité, est-ce que derrière, ça permet d'augmenter la qualité des soins, ça répond à la sécurité des patients, et puis enfin, est-ce que ça ne génère pas des inégalités justement entre ces patients. Donc c'est bien un professionnel de santé donné qui délègue certaines tâches précises à un autre professionnel de santé donné. Alors ça peut être de la délégation, comme vous dites, de délégation d'un acte, mais ça peut être aussi un transfert d'une activité, donc avec la compétence derrière, ou ça peut être aussi une réorganisation du système qu'ils font entre eux. Et en fait, comment ça se présente ? Il y a des textes à remplir, des formulaires ? Au niveau concret ? Oui, donc en pratique, si vous voulez, donc là, une fois que l'HAS va être saisie de ce dossier, il y a aussi des commissions qui vont se réunir. Il y aura des consultations avec notamment les conseils des ordres, d'autres experts. Il y a une cellule d'expertise qui va instruire le dossier, le collège de l'HAS qui va délibérer. Ça va être transmis à l'agence régionale de santé et c'est votre agence régionale de santé qui va transmettre ce dossier aux professionnels de santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça doit se faire en 2 mois. En 2 mois, et en cas de non-réponse, c'est un refus implicite. C'est pour ça que j'en profite pour vous encourager, dès lors que vous voulez écrire des protocoles, de se rapprocher de votre ARS pour commencer à travailler ensemble sur ce protocole, justement pour permettre une instruction rapide et fiabilisée. Donc si l'ARS ne répond pas, c'est un refus. L'ARS n'argumente pas son refus de valider le protocole ? Et si en cas de refus, l'ARS va motiver son refus. Pour répondre maintenant à votre question, qui était de dire en pratique comment ça se passe, ensemble, vous allez réfléchir à un protocole entre professionnels de santé. Éventuellement, comme je vous le disais, rapprochez-vous de nous pour qu'on puisse aussi travailler un petit peu de concert. Et puis, donc il y a de la procédure. Et puis après, une fois que vous aurez eu cette autorisation, après, il y aura un certain nombre de pièces à fournir qui sont comme quoi vous vous engagez, vous avez la volonté de travailler ensemble avec aussi une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Sans oublier aussi, et ça c'est très important, je pense que vous allez l'aborder, c'est tout ce qui est la notion d'expérience, de connaissance et donc derrière de formation, qu'elle soit initiale, qu'elle soit continue.
Quel est le délai après pour que ces protocoles soient visés par la haute autorité de santé ? Une fois qu'on a le protocole, je veux dire, après, c'est la demande d'adhésion. Et puis, le directeur de l'ARS va vous notifier donc l'accord. Et puis, ça partira après sur un site, sur le site de l'HAS, sur le site du ministère, pour permettre à tout à chacun de prendre connaissance de l'ensemble des protocoles qui existent. Où est-ce qu'on trouve les coordonnées des ARS ? Bonne question. Est-ce qu'il y a un site qui fédère l'ensemble des instances ? Bien sûr. Vous tapez ARS et puis le nom de votre région et vous allez tomber sur les sites. Est-ce que sur l'ARS Île-de-France, vous avez commencé à recevoir des protocoles, pas forcément en santé visuelle, mais dans d'autres secteurs ? Non, fort heureusement, on n'a pas encore reçu de protocole. Je dis fort heureusement parce que, comme je vous le disais, c'est bien qu'on puisse travailler au préalable. En revanche, d'ores et déjà, au sein du secteur hospitalier, manifestement, il y a un nombre de protocoles qui sont prêts et qui vont pouvoir commencer. Et puis nous, notamment, les premiers qui nous ont contactés, c'est Jean-Bernard Rottier. On a pu déjà évoquer ce sujet-là. Et puis on espère qu'on va pouvoir avoir des protocoles à mettre en place dans notre région. Merci beaucoup, Monsieur de la Séglière, pour cet éclairage important, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est assez embryonnaire, donc on ne sait pas toujours comment ça se passe. Alors, pour entrer dans le débat, je vous propose d'écouter Annie Poder, qui est directrice générale de l'offre de soins en France. Elle s'est exprimée le 18 septembre dernier au nom du ministère de la Santé lors de la journée interprofessionnelle organisée par le SNOF, le syndicat des ophtalmologistes. Et je remercie le docteur Rottier de nous avoir confié des extraits de cette intervention. On écoute Madame Poder. Dans une brève intervention, revenir sur le contexte qui ne vous laisse guère de choix. Pour répondre aux besoins de santé, il vous faut travailler ensemble. Votre filière, l'ophtalmologie, se caractérise aujourd'hui précisément par la nécessité de répondre à des besoins croissants. Alors, d'abord, nous le savons, la santé visuelle et en particulier l'examen de la vision est un enjeu de santé pour notre société du point de vue médical, social, économique, politique. Le handicap visuel, évidemment, dans des formes qui sont extrêmement variables, est le handicap le plus répandu, puisqu'il concerne en France, en fait, 3/4 de la population, et j'en suis un exemple. Mais les besoins qui sont devant nous, et qui sont grandissants, exponentiels, ce sont ceux qui sont liés aux grandes pathologies liées au vieillissement de la population. Nous allons observer une progression de 100% pour les rétinopathies diabétiques, parce que nous avons des maladies chroniques qui vont croissant, et pour la dégénérescence maculaire, la DMLA, qui est aussi liée à l'âge. Nous observerons une progression de plus de 70% pour le glaucome et la cataracte, encore des pathologies liées au vieillissement. En revanche, les troubles de la réfraction ne devraient, eux, progresser, même s'ils sont nombreux, que de 14% en 20 ans. Les besoins de soins en santé libérale ont été estimés en première approche à plus de 40 millions d'actes en 2025, ce qui représenterait une progression entre 46 et 57% en 20 ans, sachant qu'en 2007, on enregistrait 29 millions d'actes. C'est dire que pour répondre aux besoins de santé à l'horizon 2025, il faudrait en théorie pouvoir compter avec 6600 médecins libéraux, alors que les projections démographiques, et on ne va pas changer le monde instantanément, nous donnent un effectif de 2600 médecins. Donc c'est la démographie des ophtalmologistes qui nous conduit aujourd'hui à considérer autrement le métier et non pas à mettre en péril la spécialité, loin de là, mais d'ouvrir son champ d'intervention aux besoins qui relèvent manifestement d'une prise en charge médicale et de permettre à d'autres professions, les orthoptistes, de pouvoir aussi répondre à des besoins de santé dans la limite de leurs compétences. Quels sont les enjeux? Je les ai rappelés. C'est de garantir l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. C'est de réduire les délais d'attente, les délais de prise en charge. Quels sont les principes d'action? C'est pas d'avoir une démarche descendante,
c'est au contraire d'accompagner les initiatives des acteurs de la filière ophtalmo, c'est-à-dire vous, les ophtalmologistes, les orthoptistes, les opticiens, pour moderniser l'exercice professionnel en mettant à disposition les outils juridiques, mais également en sachant valoriser les initiatives et approuver, dans des délais sur une procédure sécurisée, les protocoles que vous allez définir entre vous. Nous avons aujourd'hui les professionnels qui peuvent coopérer ensemble sans qu'il soit utile d'envisager encore de nouveaux métiers qu'on voit arriver, comme celui d'optimétricien. Travaillons avec les professionnels qui sont identifiés sur les métiers qui le sont déjà. Notre objectif, c'est de mettre à disposition les premiers protocoles de coopération, mais ça dépend aussi de vous, si possible, avant la fin de cette année. La loi HPST et les mesures corrélées prises pour son application ont respectivement tracé la voie, c'est la loi, balisé la route, ce sont toutes les dispositions que nous avons prises. Mais maintenant, l'initiative, l'engagement vous appartiennent. Donc je ne peux que vous inviter, vous les professionnels de santé, à faire preuve d'un peu d'audace pour prendre la route et pour dépasser les obstacles et atteindre très vite la vitesse de croisière. La volonté du gouvernement est claire, on l'a vu, il souhaite une mise en place très très rapide des premiers protocoles de coopération d'ici la fin de l'année et il promet d'aider ceux qui veulent se lancer dans le processus. Docteur Routhier, du côté du SNOF, vous êtes très clairement exprimé, vous mettez en avant les orthoptistes et excluez comme badapodeurs les optométristes. Quelle est votre vision de ces délégations de tâches ? D'abord, on est très content que le ministère ait pris acte de nos demandes. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ce problème. Ça fait 10 ans qu'on sait qu'on va avoir un gros problème de démographie, donc une réorganisation absolument nécessaire. Et on s'est tourné vers les deux professions qui nous entourent, à savoir opticiens et orthoptistes. En ce qui concerne la gestion des soins, fondamentalement la médecine, la gestion des maladies, c'est logique qu'on demande l'aide des orthoptistes qui sont formés dans les facultés de médecine, qui sont formés dans les services d'ophtalmologie. Donc c'est un choix qui me paraît très important d'expliciter, parce que jusqu'à maintenant on ne savait pas trop comment le système allait évoluer. Est-ce qu'il allait évoluer sous une forme à l'anglaise avec beaucoup d'optométristes et peu d'ophtalmos? En fait, on évolue plutôt vers un système avec pas mal d'ophtalmos, pas tellement moins que maintenant, et beaucoup d'orthoptistes. Et comme l'évolution va se faire extrêmement rapidement en moins de 10 ans, il est très important que ça soit une coopération entre professionnels qui s'estiment et qui se connaissent surtout. En ce qui concerne les optométristes, vous voulez reprendre la parole ? En ce qui concerne les optométristes, on est absolument opposé, comme vous le savez, philosophiquement à une organisation à l'anglo-saxonne. Donc on est plutôt heureux que le ministère ait pris acte que ce système n'était pas celui souhaitable en France. Alors, Madame Duberger, vous représentez ici les orthoptistes. Alors, si on se réfère toujours à la journée du 18 septembre interprofessionnelle, le SNAO est enclin à accepter cette proposition de délégation sous certaines conditions. Vous souhaitez notamment conserver l'exercice libéral de votre profession. Absolument. Avant de parler du statut, soit salarié, soit libéral, ce qui est important, c'est la compétence. Et nos compétences ont évolué. Comme l'a rappelé le docteur Routhier, nous sommes issus de la même université. Nous sommes ensuite nous acquérons une expérience, des savoir-faire, des savoir-être plus détachés de cet enseignement initial. Et dans ce moment précis où il faut une réorganisation pour pouvoir faire face à cette démographie médicale, nous sommes bien sûr tout à fait prêts à faire ce qu'il faut pour aller dans ce sens-là. Et puisque nous faisons partie de ce système de santé de façon pleine et entière. Alexandra Duvauchel, vous étiez vous aussi présente lors de cette fameuse journée. Est-ce que vous avez été surprise des propositions du SNOF ? Surprise, non. Il est naturel que les trois professions et que les ophtalmologistes envisagent des délégations à l'égard des orthoptistes. Ça ne m'a pas surpris. Ça m'a en revanche quelque peu interpellée, puisque d'ailleurs en aparté j'avais évoqué le fait qu'on parlait assez peu des opticiens durant ce congrès. Et je pense que l'opticien
avec l'orthoptiste et avec l'ophtalmologiste, a un rôle à jouer, comme l'a rappelé d'ailleurs Madame Poder, en citant nos 3 professions. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je pense qu'on aurait intérêt aussi à développer des coopérations et des délégations ensemble pour compléter les problématiques, parce que on a entendu les chiffres démographiques inquiétants que vous avez évoqués, et d'ailleurs fort à propos. Qui sont une réalité. Qui sont une réalité, des départs à la retraite importants, à hauteur de 240 par an, si ma mémoire est bonne. Donc aujourd'hui, c'est simple, d'ici à 2025, il y aura 2600 ophtalmologistes, à peu près 3500 orthoptistes. Aujourd'hui, nous sommes 2975 opticiens. Voilà, donc je pense qu'il y a une coopération à avoir entre nos 3 professions, et c'est important qu'on n'oublie pas les opticiens. Monsieur Gerbel, comment vous voyez la place des opticiens dans ces protocoles de coopération ? Je vois les opticiens à la bonne place, dans le sein d'une filière rénovée. Je voulais, moi, revenir sur ce que dit monsieur de la Séglière. Nous sommes en train de mettre en place des protocoles dans un cadre dérogatoire. C'est-à-dire que toutes les professions qui vont être concernées vont travailler un peu hors la loi. On va les encadrer par la HAS, par les ARS, et on va essayer de faire des tests. Ce sont des expérimentations, mais ce sont des expérimentations régionales. Donc on est dans le cadre de territoire. La loi HPST, c'est la loi hôpital, santé, patient, territoire. Nous ne sommes pas dans un cadre national avec des protocoles nationaux. Chaque ARS, chaque professionnel de santé sur le terrain peut mettre en place et protocoliser. Évidemment, comme l'a dit M. Lasséglière, en se rapprochant au préalable des ARS, en travaillant en coopération avec les ARS, de manière à ce que le délai de 2 mois soit tenu par l'administration. Donc, aujourd'hui, on est dans une loi de régionalisation, d'offres de soins partagées, et je ne voudrais pas qu'on nationalise, je ne voudrais pas qu'on concentre ce débat sur des grandes thématiques. Faut-il que telle profession travaille avec telle profession ? Moi, aujourd'hui, j'en sais rien. C'est-à-dire que Jean-Bernard au Mans travaille avec des orthoptistes, il a raison. Peut-être que à Lyon, Alain Provençal travaille avec des ophtalmologistes. Peut-être que à Anglette, à côté de chez moi, nous sommes 2 pays, nous allons peut-être travailler tous les 2 ensemble. On n'a que 50 km. Donc c'est ça qu'il faut bien voir. C'est cet aspect-là des choses. Oui, effectivement, Monsieur de la Séglière, il faut bien insister sur la vocation régionale de ces protocoles de coopération, mais il y a néanmoins une possibilité, je crois, pour que ces protocoles soient étendus au niveau national si la HAS juge qu'il s'agit d'une opportunité pour la santé publique. Tout à fait. Juste au préalable, là, il était question de délai. Ce que je voulais vous dire, c'est que les agences régionales de santé veulent mettre extrêmement rapidement en place le schéma régional d'organisation des soins. Et donc là, on vous exhorte, élaborer des protocoles qui répondent donc aux besoins. Soyez ambitieux, avec des protocoles de qualité, robustes et puis efficients. Et effectivement, derrière, on va pouvoir monter des protocoles régionaux. Et pour peu que ces protocoles régionaux soient robustes, pertinents, efficients, on va pouvoir effectivement les mettre au niveau national. Et l'ensemble des ARS pourront s'en saisir. Il faut que ces protocoles régionaux soient cohérents entre eux, qu'il n'y ait pas trop de divergences entre ces différents systèmes. D'où l'intérêt, effectivement, de pouvoir travailler comme vous le faites actuellement, aussi au niveau national, pour proposer quelque chose à décliner en région. Alors, Monsieur Rottier, je crois que vous vouliez réagir aux propos de Madame Duvauchel. Non, mais en fait, Dr de la Séglière a répondu pour moi. Il faut que le système garde une certaine cohérence, premièrement. Deuxièmement, c'est pas parce qu'il y a 20 000 opticiens disponibles que l'on peut leur transférer le suivi de la DMLA, le suivi de la rétinopathie diabétique et le suivi des glaucomes, qui sont les problèmes de santé publique. Il y a un problème de formation et il ne faut pas se leurrer, on n'arrivera pas à former 20 000 opticiens à suivre des glaucomes, par exemple. Donc, il faut rester, modeste dans les objectifs. On a des choses à faire ensemble, nos 2 professions ont des choses à faire ensemble, mais pas dans le suivi des pathologies, ça c'est sûr. Monsieur Verpletz, donc vous ici vous représentez les optométristes. Vous avez entendu tout ce qui vient de se dire, également ce qu'a dit Madame Poder, à savoir qu'il ne faudra pas de 4e profession. Comment entendez-vous ce message ? Tout d'abord, bonjour. Oui, bonjour Philippe. Je l'entends très bien ce message, puisque je vous rappelle ce que nous avons annoncé l'an dernier. Nous ne souhaitons pas, nous, opticiens qualifiés en optométrie, nous ne souhaitons pas une 4e profession. Je vais reprendre les propos de la Haute Autorité de Santé il y a quelques années maintenant. Le professeur Maffioli, qui était un des sages de la HAS, nous disait il y a effectivement plusieurs niveaux de compétences. Il y a des opticiens qui ont une formation
simple, validation d'acquis, brevet professionnel. Il y a encore des opticiens qui ont ce niveau de formation. Il y a des opticiens qui ont un niveau BTS. Et il est certain que au niveau BTS, la formation, par exemple, au niveau de l'adaptation de lentilles de contact, est quasiment nulle. Il y a des opticiens qui ont une formation en complémentaire en réfraction et une formation en optique de contact, ce qui permet tout à fait de faire justement une délégation d'actes de la part des ophtalmologistes. Et il y a des opticiens qui ont une qualification en optométrie de très bon niveau. Alors maintenant, la question se pose, est-ce qu'on doit envisager cette mutation sous forme d'une réforme brutale et destructrice? Non. Il faut, je le disais tout à l'heure au docteur Rottier, il faut que l'on se rende compte, qu'on établisse des protocoles et qu'on aille vers une évolution cohérente qui ne dérange personne, mais on ne peut pas concevoir effectivement que des opticiens qui n'ont aucune formation en optique de contact, par exemple, pour prendre un sujet, on ne voit pas comment un ophtalmologiste pourrait déléguer ce type d'acte à un opticien qui n'a pas la formation adéquate. Donc, et je reprends la proposition de la HAS qui disait en fonction du niveau de formation, on peut envisager une délégation d'actes qui va de la réfraction à l'adaptation en lentilles de contact et au dépistage de certaines anomalies. Hors de nous la volonté de faire un diagnostic. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne souhaitons pas faire leur travail, nous souhaitons simplement prendre le maximum de précautions. Et je pense que si dialogue peut exister, je pense que tout le monde y gagnera et la délégation se passera dans de très bonnes conditions et tout le monde sera bénéficiaire. Docteur Rottier, est-ce que vous entendez ces arguments qui sont relatifs à la qualification des opticiens qui vont un peu plus loin? Oui, ça, c'est des arguments très importants et très intéressants. On est absolument pour que les trois professions progressent dans leur domaine et je pense que tout le monde a intérêt à se former, ça c'est clair. En revanche, bon, sur le thème, on s'aime tous, on peut tous parler, on peut tous dire ok, d'accord, mais moi je suis assez concret. En pratique, quelle position chacun a dans le système? Est-ce que l'optométriste reçoit les patients en premier? Est-ce qu'il fait un tri pour l'ophtalmo? Quel est son rôle? Comment il est payé? À quel niveau? Enfin, tout ça, c'est mettre en cohérence un acteur dans un système. Donc moi j'ai une certaine vision des choses. Maintenant, si les optométristes ont une vision pour s'intégrer dans ce système-là, jusqu'à maintenant il y avait quelque chose qui bloquait complètement, c'est le fait de vouloir être autonome et de garder la vente. Et jusqu'à aujourd'hui, les optométristes n'ont jamais voulu venir travailler avec nous. Et donc c'est quelque chose qui pour nous est complètement rédhibitoire. Monsieur Provençal, nous avons réuni ici beaucoup de responsables syndicaux, mais il nous semblait intéressant que vous nous fassiez part de votre initiative, puisque vous êtes opticien à Lyon, et vous avez mis en place certaines délégations de tâches informelles avec vos prescripteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et quel type de délégation vous avez mis en place ? Oui, je vous remercie de m'avoir invité. Je suis le seul, qui ne soit pas syndicaliste, qui suis l'opticien qui met les mains dans le cambouis, l'opticien de base. Et en fait, la délégation de compétences, pour moi, elle existe depuis toujours. On se connaît, on s'apprécie. Les ophtalmos m'envoient des personnes pour m'occuper d'elles. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qu'il y a peut-être pas mal dans ce système de décret, de loi, c'est que ça officialise les choses. Pour moi, il y a deux choses. Excusez-moi si je me trompe, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais il y a le décret du 13 avril 2007 qui permet de renouveler pendant 3 ans. Alors, moi, ça m'a toujours paru trop court, puisque le renouvellement moyen des lunettes est supérieur à 4 ans. Et j'ai entendu dire que ça n'avait rien apporté. Alors justement, est-ce que dans le cadre de ces protocoles de coopération, on pourrait envisager que le délai de renouvellement des lunettes par l'opticien puisse être allongé? Alain Gerbel ? On peut tout envisager, puisque, je vous le répète, nous sommes dans un système dérogatoire. Tout peut être fait. Il n'y a pas de limite. Il faut rester rationnel, comme le dit Jean-Bernard. Il faut rester quand même raisonnable. Nous sommes des professionnels de santé. Mais il n'y a pas de limite au système. Alors, Alain parle du décret. Bon, c'est une chose. Il est certain qu'avec Jean-Bernard et d'autres acteurs, on va se remettre sur ce décret et on va le regarder. Mais aujourd'hui, il s'agit, comme l'a dit Alain Provençal, de faire travailler des professionnels de santé entre eux et de créer une dynamique. Monsieur de la Séglière nous a dit, on va mettre les bouchées doubles, on va respecter les délais de 2 mois, allez-y, foncez. Je crois qu'on n'a plus de questions à se poser. Partout, Alain, où
ton expérience est reconnue partout où ça fonctionne, partout où les opticiens travaillent ensemble avec les ophtalmologistes, les orthoptistes. Alors justement, excusez-moi, aller plus loin. Excusez-moi, je vous coupe. Je voudrais que j'aimerais bien entendre l'expérience pratique de Monsieur Provençal. Donc, quel type de délégations sont faites, sur quels actes? Vous pouvez nous en dire plus? C'est essentiellement sur l'adaptation des lentilles que les ophtalmologistes m'adressent leurs patients pour les équiper. Donc je les équipe, après je leur envoie un mot avec une photo, je leur retourne ça. Voilà, on travaille, on se connaît depuis longtemps, on travaille ensemble, ils savent comment je travaille. Mais ça c'est officieux. C'est une personne, ça se fait sûrement dans des tas de villes. Il faut faire ça de manière officielle partout. Comme la loi HPST, je reviens sur ce que dit Philippe Verples, on ne peut pas déléguer la même chose en fonction de la formation de la personne. Et puis on ne peut pas léguer la même chose en fonction si elle est dans son magasin d'optique ou si elle travaille dans un cabinet d'ophtalmologiste. C'est ce que je pense, c'est peut-être pas... Et vous vous êtes déjà rapproché de votre ARS pour officialiser ces délégations? C'est l'inverse, c'est des cabinets d'ophtalmologie qui sont rapprochés de moi en me disant on aimerait bien travailler ensemble, ça nous aiderait. Donc oui, il y a des démarches en cours. D'accord, donc là on est vraiment dans la délégation de tâches telle que le prévoient les protocoles de coopération. Ça rentre dans les décrets, ça rentre dans le protocole et dans l'article 51, c'est certain. Nous on n'est pas absolument fans de ce genre de délégation. Il faut voir qu'au niveau national ça ne nous gagne rien. On a 200 000 nouvelles adaptations par an, donc c'est pas un problème, je dirais, primordial. Le problème n'est pas là. Alors que dans des coins, on sait très bien depuis longtemps que des gens s'estiment et se transfèrent des actes, c'est sûrement très bien. Maintenant, il va falloir rentrer dans le cadre des articles 51. Car Mme Poder a dit l'autre jour que maintenant qu'il y a un nouveau cadre, il faut que tout le monde, c'est fini, les actes qui sont plus selon les décrets doivent rentrer dans cet article 51, donc il faut monter des dossiers. Alors, nous, honnêtement, pour finir là-dessus et pour être très franc, on ne soutiendra pas forcément ce genre de délégation. Alors Madame Duvauchel, vous pensez-vous au contraire que la contactologie pourrait vraiment être une des délégations de tâches principales dans le cadre de ces protocoles? Moi, je voudrais juste rappeler que l'optique de contact, historiquement, a été développée grâce aux opticiens. En 98, un avis du Conseil de la consommation a même dit que 30% des opticiens faisaient de l'adaptation. Aujourd'hui, c'est clairement un acte d'exercice médical. Je pense que c'est un volet qu'il faudra étudier, mais il faut le faire en complémentarité avec toutes nos trois professions. Il faut faire ça en fonction du besoin, il faut faire ça selon un encadrement, il faut faire ça en négociation. Et effectivement, dans le cadre territorial, si des besoins sont avérés lorsqu'il y a des déserts d'ophtalmologistes, contactologues, ou comme lorsque Monsieur Provençal évoquait effectivement une bonne complémentarité avec les ophtalmologistes qui lui adressent des adaptations, ce sont des choses qui peuvent tout à fait être envisagées. Madame Duberger, on a entendu que tout est possible dans le cadre de ces protocoles de coopération, que toutes sortes de professionnels de santé pouvaient déléguer toutes sortes d'actes à toutes sortes d'autres professionnels de santé. Est-ce que vous, en tant qu'orthoptiste, vous envisagez de déléguer certains actes à d'autres professionnels de santé? Non, ce n'est pas envisagé pour l'instant et nous ne souhaitons pas non plus, nous sommes opposés à ce que des actes médicaux ou paramédicaux soient délégués par des médecins à des professions non médicales. Genre pour ne pas les citer, les secrétaires, les TASO dont j'ai entendu parler le 18 septembre. Voilà. Et des professions qui ne sont pas actuellement en exercice en France, telles que les optométristes. À tout cela, nous sommes opposés. Alors, docteur Autier, je me pose quand même une question, c'est-à-dire que vous plaidez pour des délégations de tâches aux orthoptistes, mais ils sont que 2600 en France, c'est-à-dire moitié moins que les ophtalmologistes, et dans les déserts médicaux, il n'y a pas plus d'orthoptistes que d'ophtalmologistes, alors qu'il y a sûrement un opticien ou deux dans ces déserts médicaux. Alors, tout d'abord, les orthoptistes sont maintenant 3000. Leur formation, on a ouvert 3 écoles d'orthopsie, Paris, Nantes et Amiens, donc c'est pas rien. Les derniers chiffres que j'avais, c'était aux alentours de 2600. Oui, bon. 2600, 3000, de toute façon, le but, c'est d'en former beaucoup plus. Ça reste quand même moitié moins que les ophtalmos. Il y a 5 ou 6 ans, on formait à peu près 135 orthoptistes, maintenant on en forme à peu près 300 par an. Donc vous voyez que le mouvement est lancé. Après, dans les déserts médicaux, il n'y a pas une population qui est énorme non plus. Donc, et on voit aussi ça dans le domaine de la natalité, c'est-à-dire on ne met pas une maternité dans toutes les communes.
Donc au niveau ophtalmologique, les soins étant d'un niveau qui augmente et les plateaux techniques étant de plus en plus importants, il est illusoire de penser qu'on va avoir des ophtalmos partout. Donc logiquement, les gens devront se déplacer pour les soins ophtalmologiques. Alors est-ce que c'est vraiment nécessaire que dans les petites communes, l'opticien de ce coin-là soit formé à l'adaptation? Après, il y a un problème de nombre d'actes. Si c'est pour faire 2 adaptations par mois, honnêtement, il vaut mieux que la personne se déplace. Alors, Monsieur Bayle, vous représentez le SINOP aux côtés de Alexandra. Quelles seraient selon vous les propositions à formuler pour que ces protocoles de coopération voient le jour pour le bénéfice de la santé visuelle des patients, puisque c'est ça qui est recherché? Oui, bonjour. Donc, vous étiez également à la journée du 18 septembre. J'étais à la journée du SNOF et si vous voulez, pour compléter tout ce qui a été dit, je dirais que le SNOF se base essentiellement sur le fait de regroupement des ophtalmologistes avec des orthoptistes qui leur rendent service pour l'examen. C'est très bien. Moi, je suis dans une commune, une ville moyenne où il y a 3 cabinets qui fonctionnent comme ça, c'est parfait. Le problème, et ça s'est révélé lors des journées du SNOF, c'est qu'il n'y aura pas partout de ces regroupements, puisqu'il y a des endroits où il n'y aura pas d'ophtalmo, il y a d'autres endroits où les ophtalmos n'auront pas envie, parce que les investissements sont lourds, de se regrouper et d'employer des orthoptistes. Donc si vous voulez, la personne qui va être le plus proche dès qu'un patient ne pourra pas être reçu, c'est quand même l'opticien. Et donc il va rentrer chez l'opticien, puisque il est présent partout, il a pignon sur rue, et dans la population, il a une compétence qui est reconnue. Toutes les études le prouvent. Donc il faut que nous, quand quelqu'un rentre dans un magasin, on ait une compétence qui soit reconnue, qui soit bornée, qui ne soit absolument pas pathologique, de façon à pouvoir savoir ce que l'on peut faire et que l'on doit faire. Donc les points, pour répondre à votre question plus précisément sur lesquels on peut intervenir, c'est certainement la durée de renouvellement de l'ordonnance. On a eu un décret qui a été fait en 2007, qui a été fait à minima. C'était une avancée, mais il était à minima et est insuffisant quand on est sur le terrain. Donc il faut revoir. Et puis il y a également la contactologie. Il n'est pas question d'adapter la contactologie dans notre coin sans en référer à un ophtalmologiste, mais l'ophtalmologiste doit pouvoir nous céder un petit peu de terrain de façon à ce qu'on puisse recevoir le client. Docteur Rottier, votre action? Beaucoup d'amitié pour vous, mais c'est un peu du blabla. Pourquoi? Parce que le patient qui va rentrer dans son territoire rural chez l'opticien, il a un besoin visuel. Okay? L'opticien, il peut faire face, il peut lui vendre des lunettes, il peut calculer la réfraction, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut savoir qu'à peu près 2/3 des patients qui viennent pour des lunettes ont des problèmes pathologiques. Donc c'est ça la formation. Alors on ne pourra pas former les 20 000 opticiens, et M. Verplas sera d'accord avec moi, c'est un métier spécial. Dépister les maladies, c'est un métier, je suis désolé, ça ne s'apprend pas par un petit DU. Donc on ne pourra pas faire en sorte que dans les territoires ruraux, les opticiens aient la capacité de savoir quand orienter et quand ne pas orienter le patient vers l'ophtalmo. Ça, c'est pas possible. Docteur Rottier, en fait, je crois qu'il est prévu de pousser la formation des orthoptistes. Alors pourquoi ne pas envisager de pousser la formation de certains opticiens, de ceux qu'ils souhaiteraient, pas des 20 000 opticiens en France, mais de ceux qui souhaiteraient accepter certaines délégations de tâches? Tout est possible, tout est envisageable, mais soyons assez logiques. Il y a une profession qui est formée dans les facultés de médecine, dans les services d'ophtalmo. Tout bébé, ils sont dans ces services-là, ils apprennent à voir des malades avec les ophtalmos. Donc c'est très logiquement cette profession qui doit être mise en avant pour prendre en charge les problèmes de pathologie. Je ne dis pas les problèmes réfractifs, les problèmes de pathologie. Voilà, si d'autres professions veulent venir en appui, il faut qu'elles passent par ce moule-là. C'est déjà ce que j'avais dit l'année dernière. Je m'étais fait un petit peu huer à ce moment-là, mais je reste sur ces positions-là. La formation de base, c'est quelque chose de fondamental, c'est un formatage du cerveau pour savoir prendre en charge des pathologies, vendre des lunettes, faire des réfractions, c'est quelque chose d'une compétence tout à fait différente. Madame Duvauchel, je vous vois sourire, je pense que vous avez envie de réagir. Oui, juste parce qu'on est en face finalement. Je crois que très clairement, il n'est pas question de prendre en charge les pathologies, il est question de vous donner le temps de les faire. Et effectivement, je pense que nos 2 autres professions, que sont les orthoptistes et les opticiens, nous avons un rôle à jouer pour vous soulager, pour vous dégager du temps médical, pour vous faciliter justement l'accès à des patients pour du diagnostic et du traitement et du suivi de soins. Très clairement, nous nous positionnons sur un accompagnement sur tout l'ensemble des actes techniques, bien sûr l'allongement des durées, bien sûr permettre justement l'accès à tous
toute personne qui le souhaite à l'optique de contact, à la réfraction, et faciliter ainsi nos coopérations entre nos trois professions et les patients pour du diagnostic et du traitement et du suivi de soins. Très clairement, nous nous positionnons sur un accompagnement sur tout l'ensemble des actes techniques, bien sûr l'allongement des durées, bien sûr permettre justement l'accès à toute personne qui le souhaite à l'optique de contact, à la réfraction, et faciliter ainsi nos coopérations entre nos trois professions. Et je crois que par ailleurs, vous aviez insisté sur la nécessité d'un DMP, dossier médical partagé. Il est clair que ça passera aussi par une très bonne communication entre nos trois professions. Monsieur Gerbel, vous avez envie de réagir? Je crois que par rapport à l'universitarisation du métier, vous avez une opinion? Je dis simplement que nous sommes dans le cadre de cette loi, qui est une loi donc territoriale, qui passe par un système dérogatoire, et il ne faut pas que nous restions sclérosés sur nos idées, sur nos principes et sur nos lignes de partage. C'est sur le terrain que ça doit se jouer. Les coopérations sont des coopérations pluridisciplinaires. Elles ne concernent pas exclusivement les médecins, les orthoptistes et les ophtalmologistes. On peut envisager des coopérations entre médecins généralistes, entre orthoptistes et opticiens, entre ophtalmologistes, médecins généralistes et opticiens. On peut envisager tout ce que l'on veut. Là, une fois de plus, on replace le débat dans toujours ce dossier où on voit que chacun reste sur ses positions. Hein. Si la loi a été faite, justement parce que les professionnels, dans bien d'autres domaines, il n'y a pas que la filière de santé visuelle, dans bien d'autres domaines sont restés un peu coincés dans leur truc. Donc là, aujourd'hui, laissons le terrain parler, laissons les gens se structurer, laissons les professionnels de santé faire ce qu'ils ont à faire. Nous, syndicats, bien évidemment que nous veillerons. Mais si déjà nous disons, nous ne sommes pas d'accord, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, alors pourquoi a-t-on fait une loi? Monsieur Vierplet, j'ai l'impression que vous avez envie de réagir. Oui, il y a effectivement plusieurs points qui m'interpellent, en particulier cette volonté de faire croire, une volonté connue, de faire croire que les optométristes se placent en concurrent des orthoptistes. Ça n'a jamais été le cas. J'ai toujours défendu depuis 10 ans, maintenant que je préside le syndicat des optométristes, depuis 10 ans, j'ai toujours affiché clairement mon point de vue. Nous sommes des professions complémentaires. Alain Provençal, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais dire, c'est que les orthoptistes, l'école d'orthopsie lyonnaise nous a demandé d'en prendre en stage. On en a eu une quarantaine, on a vu leur formation, tout ça. Et je crois que, enfin, je sais pas, mais à chaque fois que je vais à l'hôpital, il y a l'école d'orthopsie, je ne les vois pas dans les services, le service d'urgence, voir les pathologies. Elles sont dans leur service à faire de la strabologie, à s'occuper de choses comme ça. Donc je vois pas, c'est pas parce qu'elles sont aussi en fac de médecine qu'elles sont forcément formées au dépistage ou à la pathologie. C'est des études de médecine, la pathologie, c'est pas même 3 ans d'orthopsie. Pour l'instant, elles ne sont pas formées au dépistage. Hein, d'accord. Pour être formé au dépistage, c'est au moins 5 ans d'études avec des travaux pratiques et un suivi. Enfin, c'est quelque chose de considérable comme formation. C'est pas évident qu'on arrive à former un professionnel en 5 ans d'études, qu'on puisse mettre dans un territoire comme ça, isolé, pour faire face aux besoins de la population de ce coin-là. Ça, c'est un pari qu'on a sur l'avenir à une quinzaine d'années et ça sera difficile à réaliser. Alors, Monsieur Gerbel, le mot de la fin, quelles sont vos propositions concrètes pour la FNOF, de manière à démarrer ces protocoles de coopération d'ici la fin de l'année? T'inquiète pas, Jean-Bernard, je vais pas te... Je dis simplement à Philippe Verplast, mets en place des protocoles, travaille avec les ARS. Je dis à Alain, continue ton travail sur Lyon, tu as une reconnaissance. À Jean-Bernard, laisse faire les choses. Et à l'ensemble des acteurs de nos 3 filières, enfin de la filière plutôt, je dirais, mettez-vous autour d'une table, ouvrez les dossiers, travaillez en fonction de vos affinités, et puis vous verrez que vous imposerez de vous-même la future loi et cette filière de santé visuelle, vous l'imposerez au président de syndicat. Jean-Bernard et moi, on commence à être vieux. Ça fait 10 ans qu'on fait ce boulot. Et nous souhaitons, je pense au fond de toi aussi, Jean-Bernard,
tu souhaites que cette filière de santé visuelle voit le jour. Et je crois que tu souhaites aussi que nos patients, nos clients, soient au centre du débat. Madame Divauchel, les propositions du SINOP, Monsieur Bayle peut-être pour conclure. Oui, je dirais que nous, on a également ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait un débat qui s'installe, il existe d'ailleurs, qu'il continue de façon à aboutir à un parcours visuel également qui donne satisfaction aussi bien à Monsieur Rottier qu'à nous-mêmes et surtout aux patients et à nos clients. C'est la même conclusion. C'est surtout maintenir la conversation et les échanges pour aboutir à quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne percevez pas trop, c'est l'importance des pathologies. Parce qu'on est évidemment dans la même filière, mais vous voyez ça sous l'angle de la réfraction. Mais la réfraction, c'est qu'un petit morceau de notre activité. Et nous, on est très soucieux de la prise en charge des pathologies. C'est ça qui nous occupe vraiment l'esprit. DMLA, diabète, glaucome. Et c'est pas là-dessus, je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas là-dessus que vous devez vous positionner. Alors qu'on puisse discuter à la marge sur les durées de changement des lunettes, etc., on est tout à fait d'accord. Mais notre énorme besoin, c'est comment on va faire dans les 10 ans à venir pour que les patients soient vraiment suivis et bien traités. Bon, nous voyons qu'il y a encore des divergences de vues importantes sur ce dossier, mais on espère que toute la filière de santé visuelle arrivera à s'entendre au niveau régional et puis peut-être un peu plus loin au niveau national. En tout cas, sur Acuité, nous suivons de très très près ce dossier et nous relayerons bien entendu sur le site toutes les évolutions. Puisque le ministère de la Santé veut des résultats très rapidement, donc on espère pouvoir vous donner des informations sur ce sujet d'ici la fin de l'année. Merci à tous nos intervenants d'avoir répondu à notre invitation et à tous nos spectateurs pour leur attention. On se retrouve à 16h pour un tout autre sujet, le développement durable dans vos magasins. À tout à l'heure.